Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tour du Monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 20 avril 2023, équivalent au 29e et dernière journée, soi-disant aujourd'hui ou demain, alors le 29 Ramadan de l'année de l'Hégire 1444. On commence tout de suite notre sélection d'informations. Avec cette information, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu plusieurs messages de félicitations pour la fête d'Aïd el-Fitr. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a exprimé ses vœux au président el-Sisi à l'occasion d'Aïd el-Fitr, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder la bonté et la bénédiction aux nations arabes et islamiques. Les forces armées et les ministres de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, et de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, ont également adressé leurs vœux au président el-Sisi. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, et du Parlement, le conseiller Hanafi El-Gebali, ont à leur tour adressé un message de vœux au chef de l'État, lui souhaitant santé et bonheur et stabilité à l'Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le groupe ministériel économique pour examiner la situation actuelle de l'économie mondiale à la lumière des défis sans précédent qui se sont intensifiés au cours des 2 dernières années. Les détails dans ce compte rendu signé Salih Hamed et Aishal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le groupe ministériel économique en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah, du chef du service des renseignements généraux et un nombre de ministres tels que les ministres de la planification et du développement économique, de la planification et du développement économique, de la coopération internationale, des finances et le conseiller du président de la République pour les affaires financières. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur la situation actuelle de l'économie mondiale à la lumière des défis sans précédent qui se sont intensifiés au cours des dernières années, provoquant des perturbations des chaînes de l'approvisionnement mondial, des prix élevés des produits de base et le ralentissement des taux de croissance au niveau international, causant une pression exceptionnelle sur la plupart des pays du monde. Lors de la réunion, les indicateurs de la performance globale de l'économie égyptienne ont été présentés. À cet égard, la réunion a signalé la poursuite de la croissance du PIB au cours du premier semestre de l'exercice en cours 2022-2023, ainsi que la croissance attendue de 4,2% d'ici la fin de cet exercice. Outre l'augmentation continue des exportations, la diminution du déficit de la balance commerciale et l'augmentation des taux d'emploi. Du même, les efforts en cours pour soutenir l'investissement privé local et étranger et l'aider à faire face aux défis et difficultés actuels ont également été présentés. Le président el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts intensifs visant à contenir les répercussions de la crise mondiale sur l'économie égyptienne et à atténuer sa gravité pour les citoyens. El-Sisi a également exigé de continuer le travail pour la promotion de la croissance durable du PIB et l'amélioration de l'environnement de l'investissement, en plus d'encourager le secteur privé dans le cadre de l'attachement au principe de la neutralité concurrentielle adopté par l'État et de son souci de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les investissements dans divers secteurs. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette réunion hier du groupe économique avec le président de la République et quels sont les résultats que vous voyez tangibles au cours de cette réunion? C'était toujours le souci du président. Le peuple. Il veut voir le peuple égyptien en bon état, en meilleure vie, lui offrir tout ce qui est possible pour essayer d'alléger un peu, malheureusement, les répercussions que les crises après crises ont eu comme résultat. Alors il a parlé avec tout les ministres qui se concernent
de l'économie, des finances et de la planification. Oui. Et il a donné ses directives pour rendre la vie du citoyen égyptien beaucoup plus, disons, facile et en lui présentant toutes les possibilités d'aide, de financement, etc., agrandir le rôle du secteur privé, parler d'un avenir avec un développement durable d'ici beaucoup d'années qui viennent. C'est-à-dire c'était une réunion générale qui avait comme but justement de trouver les moyens, comme quoi essayer de réduire un peu les impacts négatifs de ce qui arrive autour de nous. Oui. Est-ce que vous pensez, Dr Raouf, qu'il y a des solutions vraiment on peut entreprendre pour réduire les effets néfastes de la crise économique mondiale? Au cas d'Égypte, nous faisons tout ce qui est possible pour faire ça. Nous essayons, comme je viens de dire, de augmenter notre production, augmenter nos exportations, oui, réduire un peu notre consommation, notre importation, pour essayer de balancer un peu le déficit et l'économie. C'est-à-dire, ce sont tous des moyens oui. Que le gouvernement, le président, font tout leur possible pour, comme je viens de dire, essayer de passer cette étape très difficile, Oui. surtout que c'est une chose qui a affecté le monde entier et non pas l'Égypte seule. Mais en principe, ça va venir. C'est-à-dire, nous allons sûrement, comme nous avons passé beaucoup de crises avant ça, nous allons passer cette crise et l'avenir, Inch'Allah, deviendra beaucoup meilleur. Espérons. Dr Raouf Gaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. De milliers d'habitants de Khartoum ont fui hier sur des routes bordées de cadavres et de blindés calcinés pour échapper au combat incessant entre les paramilitaires et l'armée régulière qui ont tué plus de 270 civils en 5 jours au Soudan. À pied ou en voiture, les civils tentent de passer sous les tirs croisés des forces de soutien rapide des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamdati, et de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les combats qui ont éclaté samedi ravagent principalement Khartoum et le Darfour, et les deux généraux rivaux restent sourds aux appels au cessez-le-feu. Les forces de soutien rapide et l'armée ont annoncé hier une trêve de 24 heures, mais comme une précédente trêve annoncée la veille, elle n'a jamais commencé. Les patrons de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales doivent se réunir aujourd'hui pour réclamer un nouveau cessez-le-feu. Plus de 270 civils ont été tués depuis samedi, selon un bilan provisoire établi hier par 15 ambassades occidentales. Elles ont exhorté les deux camps à ne pas expulser illégalement les habitants, épargner les infrastructures civiles, laisser passer les denrées de base et l'aide d'urgence aux blessés et aux malades. Au Darfour, dans l'ouest du pays, 320 militaires soudanais ont traversé la frontière officiellement fermée depuis samedi vers le Tchad. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a effectué un entretien téléphonique avec son homologue tchadien, Mohamed Saleh Anadif, pour discuter des dernières évolutions de la conjoncture au Soudan.
Les deux parties ont échangé les points de vue autour de cette crise et ont convenu de travailler pour parvenir à un accord sur le cessez-le-feu dans les plus brefs délais, de sorte à réduire les pertes en vie humaines et des biens, a-t-on appris de la page officielle du ministère des Affaires étrangères. M. Choukri a mis l'accent sur l'importance de la complémentarité des efforts et des démarches des parties régionales et internationales pour parvenir à une issue, tout en prenant en considération qu'il faut traiter le conflit en cours en tant qu'affaire intérieure. Et 15 migrants tunisiens sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée d'un bateau qui les transportait clandestinement vers les côtes européennes. L'embarcation partie du littoral oriental de la Tunisie transportait en tout 19 migrants tunisiens. C'est ce qu'a précisé la Garde nationale, autorité de tutelle des gardes-côtes, dans un communiqué. 4 ont pu être sauvés par un pêcheur après son naufrage dans la nuit de lundi à mardi, alors que les 15 autres sont portés disparus. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants majoritairement originaires de pays africains subsahariens vers l'Italie. La semaine dernière, 32 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont péri en mer en tentant la périlleuse traversée. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique qui pousse aussi de nombreux Tunisiens à essayer de gagner clandestinement l'Europe par la mer en risque de leur vie. Et des troupes américaines héliportées ont ciblé lundi dans le nord de la Syrie un chef du groupe terroriste Daesh qui planifiait des attaques en Europe et au Moyen-Orient et qui a été probablement tué, c'est ce qu'a annoncé l'armée américaine. Ce nouveau raid, qui s'inscrit dans la série de frappes américaines visant à décapiter Daesh après sa défaite en 2019 en Syrie, a été mené dans une zone contrôlée par des groupes armés pro-turcs dans le nord du pays. 2 autres individus armés ont été tués dans cette frappe, selon un communiqué du commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient, CENTCOM. Le CENTCOM a précisé plus tard qu'il s'agissait d'un haut dirigeant de Daesh en Syrie, identifié comme Abdelhadi Mahmoud al-Hajji Ali, et qui planifiait des attaques terroristes au Moyen-Orient et en Europe. L'identité des 2 autres personnes tuées n'a pas été révélée. Aucun civil ni membre des forces américaines n'a été tué ou blessé lors de l'opération, a-t-on assuré de même source. Un groupe turc déployé dans la région de Souaïda, où s'est produit le raid non loin de la frontière avec la Turquie, a affirmé que 2 de ses combattants accourus sur les lieux ont été tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, de violents affrontements se sont produits lors du raid durant lequel le projectile a visé le bâtiment dans lequel se trouvait un membre de Daesh. Et le bloc parlementaire des forces libanaises a menacé de boycotter la session législative de mardi qui doit étudier la proposition de prolonger le mandat des municipalités et de retarder les élections. Dans une déclaration faite lundi, le chef des forces libanaises a affirmé, je cite, « Nous contesterons la prorogation de mandat des conseils municipaux si elle est approuvée ». Le Hezbollah, le mouvement Amal, ainsi que le courant patriotique libre et ses alliés devraient participer à la session durant laquelle la prolongation du mandat des conseils municipaux pourrait être ratifiée. Cette décision vise, selon eux, à supprimer les coûts et à éviter les problèmes logistiques liés à la tenue de ce scrutin. Les élections ont préalablement été reportées de 12 mois au motif qu'elles coïncidaient avec les élections législatives.
Et les autorités tunisiennes ont arrêté lundi le chef du mouvement islamo-conservateur Nahda, Rached Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saïd, accusé de dérive autoritaire. C'est ce qu'a indiqué sa formation. M. Ghannouchi, 81 ans, qui dirigeait le Parlement dissous en juillet 2021 par M. Saïd, est l'opposant le plus en vue à être arrêté depuis ce coup de force. L'homme a été arrêté par des policiers à son domicile à Tunis, c'est ce qu'a affirmé Nahda dans un communiqué en dénonçant ce développement extrêmement grave et appelant à sa libération immédiate. Le vice-président Nahda a affirmé lors d'une conférence de presse que M. Ghannouchi avait été emmené dans une caserne de police pour un interrogatoire et que ses avocats n'avaient pas été autorisés à y assister. Et c'était tout, chers téléspectateurs, pour cette édition d'Autour du monde version Moyen-Orient. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.